La société londonienne prospère sur une illusion mutuelle. Les hommes prétendent être brillants et les femmes prétendent être sourdes. C'est un monde transactionnel et impitoyable, fait de soie et de sueur, où la valeur d'une femme se mesure entièrement à son silence. Les hommes de lettres brandissent leur coûteuse éducation continentale comme des matraques. Ils supposent que les femmes silencieuses qui tricotent dans les coins ne sont rien de plus que du mobilier qui respire. Mais l'arrogance rend un homme imprudent, et un homme imprudent ne voit jamais le couteau arriver. Le corset en fanon de baleine s'enfonçait dans les côtes inférieures de Harriet. C'était un rappel silencieux et persistant de sa place dans le monde. Elle était assise, raide, sur une chaise dorée, au bord de la salle de bal de Lady Harleston. Ses mains étaient jointes sur la mousseline grise délavée de sa robe. Le tissu avait été retourné 2 fois, teint une fois, et méticuleusement ourlé pour cacher les bords effilochés. Pour les 200 aristocrates qui tourbillonnaient sur le parquet, cette robe grise la rendait totalement invisible. Elle était une dame de compagnie, une chaperonne, une cousine sans le sou. Elle faisait, à toutes fins utiles, partie des boiseries. Harriet préférait qu'il en soit ainsi. L'invisibilité était son armure. Elle lui permettait d'observer sans participer, de respirer sans jouer un rôle. La salle de bal était étouffante. 2 lustres de cristal massif pendaient du plafond orné de fresques. Chacun portait 100 bougies en cire d'abeille qui goûtaient sur les danseurs en contrebas, et ils dégageaient une chaleur suffocante. L'air était lourd du parfum des lys fanées, de l'eau de lavande éventée, et de l'odeur aigre de la transpiration nerveuse, masquée par de lourds parfums. À côté d'elle, Clara sautillait sur la pointe des pieds. Clara avait 18 ans, possédait une fortune de 40 000 livres et portait une robe en soie écume de mer importée qui coûtait probablement plus que ce que le père de Harriet avait gagné en 1 an. « Vous le voyez » murmura Clara, les yeux grands et affolés, scrutant la foule comme un chien de chasse repérant un lièvre. Lady Jersey a dit qu'il serait là ce soir. Il doit absolument être là. Je suis sûr que Lord Harrington fera son apparition quand bon lui semblera, dit doucement Harriet, sans prendre la peine de lever les yeux de la foule. Elle gardait une voix égale, dépourvue de l'épuisement qui lui rongeait les os. Mason Harrington, le comte de Penrith. Il était le seul sujet de conversation parmi les femmes célibataires de Londres cette saison. Harriet connaissait le genre d'homme sans même avoir à le regarder. Elle avait passé les 20 premières années de sa vie à suivre son père, un diplomate brillant mais finalement ruiné, à travers le continent. Elle avait vu les salons de Paris, les palais de Venise et les cours impitoyables et enneigés de Saint-Pétersbourg. Elle avait rencontré d'innombrables hommes comme le comte de Penrith. Des hommes nés dans un privilège stupéfiant, totalement convaincus de leur propre importance et mortellement ennuyés par le monde qu'ils possédaient. Là, près du pilier. Les ongles manucurés de Clara s'enfoncèrent dans l'avant-bras de Harriet, totalement inconsciente du bleu qu'elle laissait. Harriet regarda enfin. Mason Harrington se tenait près de l'entrée voûtée. Il avait exactement l'air qu'un homme ayant hérité d'un immense domaine et d'une montagne de dettes encore plus immense devrait avoir, acculé, cynique et dangereusement impatient. Il était grand, habillé avec une sobriété que seuls les vrais arrogants pouvaient se permettre. Un habit bleu nuit, une cravate blanche immaculée, nouée avec un minimum de chichi et aucun bijou. Ses cheveux sombres étaient brossés en arrière, encadrant un visage plein d'angles vifs et d'ombres profondes. Il avait l'air complètement épuisé. À côté de lui se tenait Richard, Lord Farnsby, un homme jovial qui désignait actuellement les diverses héritières dans la pièce, avec l'œil exercé d'un commissaire-priseur de bétail. Harrington ne regardait pas les femmes. Il fixait une fissure dans le plâtre au-dessus de la galerie des musiciens, faisant tourner un verre de liquide ambré dans sa main, comme s'il souhaitait pouvoir s'y noyer. « Il est si ténébreux », soupira Clara, en ajustant l'encolure de sa robe. « C'est si romantique. Il a mal à la tête, Clara, » nota sèchement Harriet. « Et la gueule de bois, et il est probablement en train de calculer la valeur nette combinée de la salle pour voir si elle couvrira les dettes de jus de son défunt frère. » Clara fit la moue, frappant légèrement le bras de Harriet avec son éventail. « Vous êtes terriblement cynique, Harriet. C'est pour ça que vous avez 26 ans et que vous êtes totalement impossible à marier.
Vous n'avez aucune romance dans l'âme. Harriet ne broncha pas. C'était la vérité, dite sans méchanceté, ce qui la rendait d'autant plus ennuyeuse. La romance était morte avec son père, dans une maison de débiteur glacial à Calais. Ce que Harriet avait dans l'âme, c'était du pragmatisme. Elle maîtrisait des langues. Elle avait une mémoire effroyablement vive. Elle avait la capacité d'équilibrer des registres, de forger des alliances diplomatiques et de jauger une pièce en 3 secondes à peine. Rien de tout cela n'avait d'importance à Londres. Ici, elle n'était que l'ombre terne et silencieuse de Clara. « Venez !» ordonna Clara en saisissant le poignet de Harriet. « Nous allons passer devant lui. Vous devez faire tomber votre mouchoir accidentellement. Quand il le ramassera, je me présenterai. Je n'ai pas de mouchoir, Clara. Et si j'en avais un, le laisser tomber sur le sol d'une salle de bal bondée ne ferait que le faire piétiner par un laquais. Alors, tenez-vous près de moi et ayez l'air respectable, siffla Clara en tirant Harriet sur ses pieds. Harriet réprima un soupir, lissant le devant de sa robe grise. Elle suivit sa cousine à un pas, naviguant dans la cohue de soie et de drap. Alors qu'elles approchaient du pilier, Harriet garda les yeux baissés, assumant son rôle désigné. Une femme comme elle n'établissait pas de contact visuel. Une femme comme elle n'existait que pour légitimer la présence d'une femme plus jeune et plus riche. Elle se prépara à l'humiliation habituelle d'être totalement ignorée, s'installant dans le bourdonnement familier et silencieux de sa propre anonymat. Elle ne s'attendait pas à ce que le comte de Penrith soit d'une humeur particulièrement massacrante. L'approche fut maladroite. Clara Hara n'avait pas la subtilité des Parisiennes que Harriet avait observée en grandissant. Au lieu d'un glissement gracieux qui croisait naturellement le chemin du comte, Clara marcha essentiellement droit sur Lord Farnsby, laissant échapper un hoquet de surprise très fabriqué. « Oh, Lord Farnsby, je vous demande pardon, » dit Clara, sa voix une octave plus haut qu'un instant auparavant. Elle battit des cils, s'éventant rapidement. « La foule est si dense ce soir, on peut à peine respirer. » Farnsby sourit, une expression polie et habituée qui n'atteignit pas ses yeux. « Mademoiselle Clara, un plaisir comme toujours. La cohue est en effet redoutable. Puis-je vous présenter mon ami, Mason Harrington, Lord Penrith. » Mason déplaça son regard du plafond en plâtre vers Clara. Ses yeux étaient d'un gris froid et surprenant, comme la surface d'un lac gelé. Il ne sourit pas. Il offrit une légère et raide révérence, inclinant à peine les épaules. « Monseigneur » souffla Clara, plongeant dans une profonde révérence, qui mettait en valeur la dentelle coûteuse de son corsage. « C'est un immense honneur. Nous avons tant entendu parler de vos voyages sur le continent. »« Paris m'attendit. Ce doit être divin. J'aimerais tant voir Paris. » Mason la dévisagea. Le silence s'étira pendant 2 secondes, puis 3. Le bruit ambiant de la salle de bal sembla s'estomper, laissant la tension gênante suspendue entre eux. Harriet se tenait légèrement derrière Clara, les mains jointes devant elle, son visage un masque indéchiffrable. Elle pouvait voir le muscle tressaillir dans la mâchoire de Mason. C'était un homme poussé à la limite de sa tolérance pour les conversations ineptes. « Paris est une ville, mademoiselle Clara, » dit finalement Mason, sa voix un baryton grave et rauque, dépourvu de chaleur. « Elle a des rues, elle a des bâtiments, elle a de la boue. Un peu comme Londres, sauf que les habitants sont légèrement plus arrogants à propos de leur pain. » Clara laissa échapper un petit rire, manquant complètement le ton hostile et pince sans rire de sa voix. « Oh, que d'esprit! Vous êtes exactement comme Lady Jersey vous a décrit. » Les yeux de Mason se fermèrent brièvement. On aurait dit qu'il priait activement pour qu'un incendie se déclare dans la salle de bal. « Et voici ma cousine », ajouta Clara, se souvenant de la présence de Harriet. Elle tendit la main en arrière et tira Harriet en avant par le coude. « Mademoiselle Harriet Hing. Elle est madame de compagnie. » Mason ne s'inclina pas cette fois. Il se contenta de déplacer son regard froid vers Harriet. Ses yeux la balayèrent une fois, observant le chignon sévère à la nuque, l'absence de rouge sur ses joues, le gris terne de sa robe sévèrement démodée, et son regard baissé. Il la rejeta entièrement en une fraction de seconde. Elle était une non-entité, un morceau de tapisserie terne traîné dans la conversation. Il tourna légèrement la tête vers Farnsby. Quand il parla, l'aristocrate anglais, ennuyé et lourd, disparut. Il fut remplacé par un homme maniant un français parisien,
impeccable et à l'accent pointu. C'était le français rapide et saccadé des salons, parlait assez vite pour aliéner quiconque n'y avait pas vécu. Mason murmura à son ami, gardant un sourire poli et figé, pour le bénéfice de Clara. Dieu me préserve de ce marché aux bestiaux. Fansby toussa dans sa main, ses yeux allant nerveusement de Mason aux deux femmes. Mason, s'il te plaît, sois prudent. Mason s'en moquait. L'épuisement s'était transformé en pure cruauté. Il regarda de nouveau Clara, qui souriait toujours d'un air absent, totalement inconsciente de la langue parlée. Mason continua en français, son ton conversationnel, comme s'il commentait la météo. « Tiens, la petite est un perroquet. Un joli perroquet avec une dot, certainement. Mais sa tête est aussi vide qu'un tambour. » Clara se pencha vers Harriet et chuchota bruyamment. « Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce de la poésie? » Harriet resta complètement immobile, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Le regard de Mason passa au-delà de Clara et se posa directement sur Harriet. Il la regarda avec une pitié profonde, viscérale, qui se transforma instantanément en dédain. Mason dit avec aisance, le français roulant sur sa langue avec une précision dévastatrice. « Et regardez la cousine, une vraie tragédie. Elle porte le malheur comme une seconde peau. On dirait une pierre tombale vivante. Je parie qu'elle n'a pas eu une pensée originale depuis sa naissance. Une existence d'une telle grisaille. C'est une offense pour les yeux. » Fansby grimaça visiblement, changeant de pied. Il savait que Mason était amer, à cause de sa ruine financière, amer d'être exhibé devant des héritières, mais c'était allé trop loin. Malgré tout, Fansby ne l'arrêta pas. Ils opéraient tous les deux sous l'hypothèse absolue et inflexible que les femmes de l'aristocratie anglaise ne parlaient que suffisamment de français pour commander un ruban chez une couturière. Ils supposaient qu'ils étaient protégés par leur éducation, isolés par leur supériorité. Mason but une gorgée de sa boisson, ses yeux gris et froids, toujours fixés sur le visage de Harriet. Il attendait qu'elle parte. Il avait rendu son verdict dans une langue qu'elle ne pouvait pas comprendre, enveloppant son mépris dans un ruban de privilèges linguistiques. Clara O'Hara sourit largement, manquant entièrement le massacre. « Cela semble si romantique quand vous parlez français, monseigneur. Vraiment. » Mason fit un signe de tête sec et moqueur. « Je vous assure, mademoiselle Clara, le sentiment était profond. » Harriet regarda le sol. Le lourd silence s'abattit de nouveau sur le petit groupe. Elle pouvait s'en aller. C'est ce qu'on lui avait appris à faire depuis son retour en Angleterre. Ravaler sa fierté, accepter l'indignité, survivre. Elle était une personne à charge, un cas de charité vivant sous le toit de son oncle. Elle n'avait ni pouvoir, ni dot, ni voix. Mais alors qu'elle fixait le bout des bottes de Mason Harrington, hautement poli, quelque chose en Harriet se brisa. Ce fut un claquement silencieux. Pas une rupture bruyante et dramatique, mais la fracture silencieuse d'un barrage. Elle en avait assez de la robe grise. Elle en avait assez de la chaleur étouffante. Elle en avait assez des hommes arrogants qui pensaient que leur douleur était la seule qui comptait, et que leur éducation coûteuse leur donnait le droit de traiter le monde comme leur crachoir personnel. Son père avait tenu tête au ministre de Napoléon. Il lui avait appris à démanteler l'argument d'un homme avant même que celui-ci ne se rende compte qu'il saignait. Harriet défit lentement ses mains de leur posture sage. Elle releva le menton. Elle ne se contenta pas de regarder Mason Harrington. Elle croisa ses yeux gris et froids avec un regard si vif et concentré qu'il semblait être un contact physique. Le changement dans sa posture était subtil, mais Mason le remarqua immédiatement. La giroflée terne et invisible ne broncha pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle sembla grandir de 5 centimètres, sa posture lasse disparaissant, remplacée par une immobilité rigide et terrifiante. Quand Harriet parla, sa voix n'était pas le murmure bas et déférent d'une dame de compagnie. Elle était claire, résonnante et parfaitement timbrée pour percer le vacarme du quatuor à cordes qui jouait en arrière-plan. « Une pierre tombale, monsieur, » dit Harriet. Son français n'était pas celui, rigide et à l'accent prononcé, des salles de classe anglaises. Il était impeccable. C'était le français paresseux, élégant et dangereux de l'élite parisienne. Parlait avec un accent aristocratique qui suggérait qu'elle l'avait appris en arpentant les couloirs de Versailles, pas avec une gouvernante à Bath. Mason se figea. Le verre dans sa main s'arrêta en l'air. La mâchoire de Fansby tomba littéralement.
Harriet soutint le regard de Mason, son expression totalement placide, ce qui rendait le venin de ses mots infiniment pire. « Une pierre tombale, monsieur ? Au moins une pierre tombale a le mérite du silence, ce qui est bien plus que ce qu'on peut dire de vous. Si je porte le malheur comme une seconde peau, c'est uniquement parce que la compagnie des hommes de votre espèce m'inspire un profond dégoût. » Clara haleta, regardant de l'un à l'autre. « Harriet, que dites-vous » Harriet ne rompit pas le contact visuel avec Mason. Il la regardait comme si un morceau de boiserie venait de se lever et de le gifler. L'ennui avait entièrement disparu de ses yeux, remplacé par un choc brutal et nu. Mais Harriet n'avait pas fini. La colère qui couvait depuis 6 ans dans des calèches exiguës et des chambres mansardées glaciales se déversait enfin. Elle déplaça légèrement son regard vers Lord Farnsby. « En Italie », continua-t-elle avec aisance, glissant dans la cadence mélodique et rapide de l'italien vénitien, sans manquer une seule respiration. « Et en Italie, on nous apprend qu'un homme qui se cache derrière une langue étrangère pour insulter une femme manque de courage pour la regarder en face. C'est le comportement d'un lâche, pas d'un gentleman. » Le visage de Mason devint pâle. Il déglutit difficilement. L'arrogance s'était complètement dissipée. Il réalisa, avec l'horreur soudaine et plongeante d'un homme qui marche au bord d'une falaise dans le noir, qu'il avait radicalement mal calculé. Il n'avait pas simplement insulté un mouton sans cervelle. Il avait insulté un loup déguisé en mouton, et elle était en train de le massacrer devant son meilleur ami. « Comment ça, Mason ?» Sa voix se brisant légèrement. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le comte de Penrith était totalement à court de mots. Harriet fit un pas de plus vers lui. La proximité physique força Mason à baisser les yeux sur elle, mais la dynamique avait si violemment changé qu'il semblait entièrement à sa merci. Elle sourit. C'était un sourire terrible, mince, totalement dépourvu de joie. Elle baissa la voix. Le bruit ambiant de la salle de bal revint les envelopper, mais dans leur petit cercle, le silence était absolu. « Et en Russie » dit doucement Harriet, les dures consonnes gutturales du russe tranchant l'air humide anglais comme une lame. Elle se pencha juste un peu plus. « My prosto nazywam vas Svinie, et en Russie, nous vous appelons simplement un porc. » Elle soutint son regard pendant 2 secondes de plus pour s'assurer que la traduction n'était pas nécessaire. Il comprit le ton. Il comprit le mépris absolu et pur qui émanait d'elle. Mason se tenait raide, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, comme s'il venait de traverser la pièce en courant. Le verre de liquide ambré dans sa main tremblait légèrement, trahissant le choc sévère de son système nerveux. Il regarda Harriet, non pas comme une femme dans une robe délavée, mais comme une entité entièrement inconnue. Harriet recula, lissant le devant de sa robe de mousseline bon marché avec un calme terrifiant. La tempête était passée. L'armure invisible était de retour en place, mais cette fois, elle était garnie de fils de fer barbelés. Elle se tourna vers sa cousine, qui la regardait la bouche bée de confusion. « Venez, Clara » dit Harriet dans un anglais plat et sans accent. « Je crois que l'air dans ce coin de la pièce est devenu vicié. Allons trouver la limonade. » Elle n'attendit pas de réponse. Harriet tourna les talons et s'éloigna, laissant le comte de Penrith paralysé près du pilier. Un homme qui venait d'être complètement démantelé en 3 langues différentes par une femme qu'il supposait incapable d'en parler une seule. Mason Harrington ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans le fauteuil massif en cuir de son bureau à Mayfair, une pièce qui sentait fortement la poussière et la saisie imminente. Une seule lampe à huile brûlait sur le bureau en acajou, projetant de longues ombres vacillantes sur les rangées de livres à dos de cuir que son grand-père avait achetés et que son frère n'avait jamais pris la peine de lire. Il fixait l'âtre froid, faisant tourner la chevalière à sa main droite jusqu'à ce que la peau en dessous soit rouge et à vif. « My prosto nazywam vas Svinie » Les syllabes gutturales tournaient en boucle dans son esprit, se répétant comme une boîte à musique déformée. Il avait demandé à Farnsby ce que cela signifiait dans la calèche sur le chemin du retour. Farnsby, qui avait passé un bref et désastreux séjour à l'ambassade de Saint-Pétersbourg, avait regardé par la fenêtre le brouillard londonien et avait tranquillement fourni la traduction. Un porc. Mason ferma les yeux et laissa sa tête retomber contre le fauteuil. Il ne ressentait aucune colère. La colère exigeait un sentiment d'indignation vertueuse, la supposition d'avoir été lésé. Il n'avait pas été lésé. Il avait été éviscéré, proprement et professionnellement,
devant un public d'une seule personne. Depuis 8 mois, depuis qu'il avait hérité du titre et de la montagne stupéfiante de billets à ordre que son défunt frère avait laissé derrière lui, Mason se déplaçait dans la société londonienne comme un fantôme, hantant sa propre vie. Il avait vu les gens autour de lui comme des silhouettes en 2 dimensions. Les hommes étaient des créanciers ou des concurrents. Les femmes étaient des registres comptables enveloppés de soie. Il avait été si entièrement consumé par le poids suffocant de sa ruine qu'il avait supposé que personne d'autre dans la pièce ne possédait une vie intérieure de quelque importance que ce soit. Il avait regardé une femme dans une robe grise délavée et n'y avait vu qu'un meuble terne. Elle était la fille d'un diplomate. Il le savait maintenant. Fansby s'était renseigné avant qu'il ne quitte la salle de bal des Harleston. Harriet Howling, fille de feu Thomas Howling, un homme connu à Whitehall pour posséder un esprit géopolitique brillant et une incapacité catastrophique à gérer ses propres finances. Howling était mort à Calais, fuyant ses créanciers, laissant sa fille être absorbée dans la maisonnée de son oncle, un baron mineur qui la traitait comme une domestique non rémunérée. Mason se versa un 3e doigt de brandy, la piquette que son intendant s'était procurée auprès d'un marchand douteux de Cheapside. Elle avait vécu à Paris, elle avait vécu à Venise, elle avait survécu au cours des Romanov, et elle était assise dans un coin à Londres, servant de bouclier humain à une héritière gloussante à la profondeur intellectuelle d'une flaque d'eau. La honte le frappa enfin, chaude et vive, s'installant au fond de ses entrailles. Ce n'était pas seulement l'insulte qu'il lui avait lancée, c'était l'arrogance à couper le souffle de supposer qu'il était la seule personne dans la pièce à souffrir. Il avait utilisé son éducation pour se moquer d'elle, se croyant intouchable. Elle avait pris son arme, l'avait aiguisée sur la pierre à aiguiser de sa propre misère, et la lui avait rendue, la poignée en avant, plantée dans ses côtes. De l'autre côté de la ville, dans une chambre mansardée et pleine de courants d'air d'une maison de ville, sur Grosvenor Square, Harriet était assise sur le bord d'un matelas étroit. La seule bougie sur sa table de toilette vacillait, menaçant de se noyer dans sa propre cire. Elle frissonnait. Le feu s'était éteint des heures auparavant, mais le froid qui s'installait dans ses os n'avait rien à voir avec la température. C'était l'adrénaline qui se retirait, laissant derrière elle une panique froide et dure. Elle avait enfreint la règle. Ne jamais attirer l'attention sur soi. C'était la loi fondamentale de sa survie sous le toit de son oncle. Elle était tolérée parce qu'elle était utile et invisible. Clara avait besoin d'une chaperonne. Harriet remplissait cette exigence sans rivaliser pour l'attention des prétendants. Mais ce soir, la frustration avait simplement débordé. Regardez cet homme magnifiquement habillé, misérable et arrogant, disséquer tranquillement son existence dans une langue qu'il la supposait trop stupide pour comprendre, avait déclenché un réflexe qu'elle pensait avoir enterré à Calais. C'était le réflexe de la fille d'un diplomate, qui savait que la seule façon de traiter avec un tyran était de démontrer un arsenal supérieur. Elle dénoua les rubans gris délavés de son corsage, ses doigts maladroits dans le froid. Demain, il y aurait des conséquences. Clara était naïve, mais elle n'était pas complètement sourde. Elle dirait à sa mère que Harriet avait parlé dans des langues étranges au comte de Penrith. Sa tante poserait des questions. Son oncle considérerait toute interaction avec un comte comme un dangereux dépassement de sa condition. Harriet tira la lourde couverture de laine sur ses épaules, fixant le givre qui grimpait dans le coin de la vitre. Elle avait survécu aux hivers russes et aux soulèvements parisiens. Elle survivrait aux réprimandes de sa tante. Mais alors qu'elle fermait enfin les yeux, l'image qui persistait n'était pas le visage aigri de sa tante. C'était le regard de choc absolu et sans phare dans les yeux gris et froids de Mason Harrington. Pour la première fois en 6 ans, quelqu'un l'avait vraiment vu, même s'il avait fallu l'insulter en 3 langues pour que cela se produise. Le salon du matin de la résidence des Howling était un exercice de tapisserie florale agressive. C'était une pièce conçue pour submerger les sens, remplie de lourds meubles en acajou, de rideaux aux motifs violents, et de suffisamment de figurines en porcelaine pour garnir un petit musée. Harriet était assise près de la fenêtre, le dos douloureusement droit, raccommodant une déchirure dans la dentelle de la tenue d'équitation de Clara. Ses doigts bougeaient avec une précision mécanique rapide. De l'autre côté de la pièce, Clara tentait de s'exercer au pianoforte, s'attaquant à une sonate de Mozart avec enthousiasme et un mépris total du tempo. Quand le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée retentit,
Harriet ne leva pas les yeux. Les visites du matin étaient pour Clara. Harriet faisait simplement partie du décor, présente pour la bienséance. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Le majordome s'éclaircit la gorge. Le très honorable Mason Harrington, comte de Penrith. Les mains de Clara s'abattirent sur les touches, produisant un fracas discordant. Elle haleta, tournant sur le tabouret du piano. « Monseigneur, grand Dieu, nous ne nous attendions pas. » Elle tapota frénétiquement ses cheveux, ses joues rougissant d'un cramoisi profond. Mason entra dans la pièce. Il était vêtu d'une redingote sombre et d'une culotte de cheval chamois, tenant une cravache à poignée d'argent et un chapeau en peau de castor. Dans le désordre féminin et étouffant du salon du matin, il paraissait massif, sombre et totalement déplacé. Il ressemblait à un loup qui se serait égaré par accident dans une cage à oiseaux très chère. « Mademoiselle Clara », dit Mason, exécutant une parfaite révérence abrégée. « Je m'excuse pour l'intrusion. Je montais à cheval dans le parc et j'ai réalisé que je n'avais pas encore présenté mes respects comme il se doit après la réception de Lady Harleston. Ce n'est pas une intrusion du tout, monseigneur. » Clara vibrait pratiquement d'excitation. « Veuillez vous asseoir. Sonnez pour le thé, Harriet. » Le regard de Mason passa de Clara à la fenêtre. Harriet posa soigneusement la tenue d'équitation sur ses genoux. Elle croisa son regard. Il n'avait pas l'air ennuyé aujourd'hui. Les cernes sous ses yeux étaient plus marquées, témoignant d'une nuit blanche, mais son regard était vif, concentré et inconfortablement intense. Elle ne sonna pas pour le thé. Elle se leva, ses mouvements mesurés et lents. Elle portait une autre robe retournée aujourd'hui, celle-ci d'un brun boueux et terne qui ne faisait rien pour son teint. « Je vais informer ma tante que vous avez de la visite, Clara », dit Harriet avec aisance, ramassant son panier à couture. Elle n'avait aucune intention de rester dans la pièce. L'air était soudainement devenu trop rare pour respirer. « Oh, asseyez-vous donc !» la congédia Clara d'un geste de la main. « Maman se repose. Lord Penrith ne souhaite pas voir maman. » Mason s'avança plus loin dans la pièce, bloquant efficacement le chemin de Harriet vers la porte. « En fait, mademoiselle Clara, j'espérais un moment avec votre cousine, si vous le permettez. » Clara cligna des yeux, son sourire vacillant légèrement. « Du temps avec Harriet? Pour quelle raison? »« Une question de traduction, » dit Mason, sa voix totalement plate. Il ne quitta pas Harriet des yeux. « Il y a un texte dans ma bibliothèque, en italien. On m'a dit que mademoiselle Howling possède une maîtrise exceptionnelle de la langue. » Harriet serra la poignée de son panier à couture, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il mentait, et il le faisait avec l'aisance lisse et habituée de l'aristocratie. Clara aura paru déconcertée, mais la perspective d'être à proximité d'un comte était trop puissante pour y résister. « Oh, eh bien, je suppose que je vais jouer doucement. Vous pouvez parler près de la fenêtre. » Elle se retourna vers le piano et commença à massacrer une mélodie beaucoup plus lente et plus triste. Mason combla la distance entre eux, s'arrêtant à exactement 60 centimètres de Harriet. C'était une distance tout à fait convenable, mais elle semblait dangereusement intime dans la pièce bondée. Harriet leva les yeux vers lui. « Vous n'avez pas de texte italien, monseigneur. » Non, admit Mason, sa voix un grondement sourd sous le son du piano. « J'ai un grave manque de jugement et une gueule de bois remarquablement mauvaise. » Il passa au français. C'était un choix conscient. Il garda la voix basse, de sorte que Clara ne puisse entendre que le murmure des syllabes. « Je suis venu présenter mes excuses. » Harriet le dévisagea. Le rictus arrogant avait disparu. Il avait l'air épuisé, dépouillé et profondément mal à l'aise. Les excuses étaient sincères, ce qui rendait la situation infiniment plus compliquée. Elle répondit en anglais, d'un ton plat et intransigeant. « Laissez Clara entendre. Laissez la pièce entendre. » Elle refusait de se cacher dans l'ombre linguistique qu'il lui offrait. « Les excuses sont totalement inutiles, Lord Penrith. Votre opinion sur moi est votre affaire. Elle ne change rien à ma réalité. » Mason fronça les sourcils, le muscle de sa mâchoire se tendant. Elle refusait la branche d'olivier. Elle le forçait à parler anglais, le dépouillant de la sophistication continentale derrière laquelle il essayait de se cacher. « Elles sont nécessaires, » répondit Mason en anglais, sa voix se durcissant légèrement. « Je me suis comporté comme un parfait crétin. J'ai supposé que vous étiez une pierre, une tragédie,
Une offense pour les yeux, offrit Harriet, sa voix dépourvue d'inflexion. Vous avez été remarquablement complet dans votre évaluation. Il n'est pas nécessaire de la réviser à la dure lumière du matin. J'étais en colère, dit Mason, faisant un demi-pas de plus. Son sang-froid s'effritait. J'étais piégé dans une pièce pleine de gens qui mesuraient ma valeur à la superficie d'un domaine que je ne peux plus me permettre d'entretenir. Je m'en suis pris à la seule personne qui semblait incapable de riposter. Harriet s'arrêta. Le panier à couture reposait lourdement contre sa hanche. Elle le regarda vraiment. Elle vit les fils effilochés sur le poignet de sa redingote. Elle vit la posture tendue et cassante d'un homme qui maintenait une façade en ruine par pure volonté. « Et vous avez découvert, » dit doucement Harriet, la glace dans sa voix, se fissurant juste un peu, que les gens invisibles portent souvent les couteaux les plus aiguisés. Mason laissa échapper une expiration brève et rauque, mi-rire, mi-soupir. « Oui, j'ai découvert exactement cela. » Il baissa les yeux sur sa robe marron, notant les minuscules points précis de sa couture. « Votre père était Thomas Howling. » La colonne vertébrale de Harriet se raidit. Il l'était. Il a négocié le traité d'Amiens alors qu'il se remettait activement d'une blessure par balle. Mon père le considérait comme l'homme le plus terrifiant d'Europe. Mon père, dit Harriet, sa voix tombant à un murmure, est mort en devant 3000 livres à un tailleur français, 2000 livres à un aubergiste vénitien. Et il a laissé sa fille avec pour seule richesse la maîtrise de 4 langues et une profonde compréhension de la facilité avec laquelle le monde vous rejette quand vous n'avez plus d'argent. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. La vérité jaillit d'elle, brute et sans défense. C'était peut-être l'épuisement profond dans ses yeux qui reflétait le sien. C'était peut-être la prise de conscience qu'ils se noyaient tous les deux, à leur manière, dans la même société superficielle et impitoyable. Mason n'offrit pas de pitié. Il n'offrit pas de platitude. Il se contenta de la regarder, le silence s'étirant entre eux, épais et lourd. 3000 à un tailleur, murmura finalement Mason. Il devait être remarquablement bien habillé. Harriet cligna des yeux. L'audace pure de la remarque la prit au dépourvu. Un rire bref et involontaire s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. C'était un son rouillé, inhabituel dans le salon étouffant du matin. La bouche de Mason tressaillit. Ce n'était pas un vrai sourire, mais cela modifia la géographie sévère de son visage, le rendant dévastateur d'humanité. Au piano, Clara arrêta de jouer et se retourna. Est-ce une traduction très amusante, Lord Penrith? Le charme se rompit. Mason recula, le masque de l'aristocrate détaché, se remettant en place avec une facilité habituée. Remarquablement, mademoiselle Clara, dit Mason, inclinant légèrement la tête vers Harriet. Mademoiselle Howling a été des plus éclairantes. Je ne prendrai pas plus de votre matinée. Il se retourna et sortit de la pièce, laissant derrière lui un silence profond et un manque soudain et inexplicable d'oxygène. Harriet se tenait près de la fenêtre, sa main posée contre la vitre froide, réalisant avec une pointe de terreur glaciale que le comte de Penrith n'était plus un ennemi. Il était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dangereux. C'était un homme qui comprenait exactement ce que signifiait être ruiné. 3 jours plus tard, la pluie tombait en une nappe solide et implacable sur Londres, transformant les rues pavées en rivières de boue grise. Mason était assis dans les bureaux claustrophobes de M. Josiah Finch sur Chancery Lane. Finch était un avoué spécialisé dans la liquidation discrète et désespérée des actifs aristocratiques. Le bureau sentait la laine humide, l'encre et l'échec. La somme totale des dettes du défunt comte, monseigneur, dit Finch, regardant par-dessus une paire de lunettes épaisses, s'élève à environ 85 000 livres. Cela n'inclut pas les intérêts accumulés sur les hypothèques prises sur le domaine de Penrith en Cornouailles, ni les factures impayées des commerçants à Londres. Mason regarda la pluie qui s'abattait contre la fenêtre crasseuse. 85 000 livres, une somme si énorme qu'elle cessait d'être de l'argent pour devenir un poids physique qui lui écrasait la poitrine. Son frère George avait passé les 5 dernières années de sa vie aux tables de Pharaon de St. James, convaincu que la prochaine carte renverserait une série de pertes qui avaient finalement consumé tout leur héritage. « Et l'exigence immédiate ?» demanda Mason, sa voix morte. Finch remua une pile de papier, sortant un lourd document en vélin scellé de cire rouge. Lord Harleston,
détient la plus grande dette unique, 20 000 livres. Il exige le paiement avant la fin de la saison. S'il n'est pas satisfait, il demandera aux tribunaux de saisir le domaine de Cornouailles. Mason ferma les yeux. Cornouailles, la maison où il avait grandi, les falaises qu'il avait parcourues à cheval dans sa jeunesse, les fermiers qui dépendaient du domaine pour leur subsistance. Tout cela sur le point d'être englouti par un registre comptable. Vos options, monseigneur, sont limitées, continua Finch, son ton totalement dépourvu de sympathie. Vous devez obtenir un afflux de capitaux important immédiatement. La voie traditionnelle. Finch toussa délicatement. Un mariage de convenance avec une femme possédant une dot substantielle. Les 40 000 livres de Clara Howling traversèrent l'esprit de Mason. Cela couvrirait la moitié de la dette. Cela lui achèterait du temps. Mais à côté de l'image du sourire vide de Clara, vint le regard vif et perçant de sa cousine. Mason se leva, attrapant son chapeau et ses gants. « Merci, Finch. Je suis conscient de mes options. » Il sortit sous la pluie, ignorant les fiacres alignés le long de la rue. Il avait besoin du froid. Il avait besoin de la réalité brutale du temps pour s'éclaircir les idées. Il marcha pendant près d'1 heure, ses bottes s'enfonçant dans la boue, son esprit parcourant une douzaine de calculs impossibles. Il se retrouva entièrement par accident, ou peut-être par la gravité subconsciente qui attire les gens désespérés, de l'autre côté de la rue de la librairie Hatchards, à Piccadilly. À travers la vitre striée de pluie de la vitrine, il la vit. Harriet se tenait près du fond de la boutique, examinant un volume. Elle était seule, ce qui était très inhabituel, à l'exception d'un vieux laquais qui somnolait près de la porte. Elle portait une lourde cape bleu foncé qui avait connu de meilleures décennies, la capuche rabattue pour révéler le chignon sévère à la nuque. Mason traversa la rue sans réfléchir. Il poussa la porte de la librairie, la cloche sonnant faiblement au-dessus de lui. Harriet ne leva pas les yeux. Elle passait son doigt ganté sur l'index d'un lourd tome. Mason descendit l'étroite allée, les planches craquant sous ses bottes mouillées. Il s'arrêta à côté d'elle. Un choix intéressant pour une chaperonne, nota Mason tranquillement, jetant un coup d'œil au titre du livre. La richesse des nations, par Adam Smith. Harriet ne broncha pas. Elle ferma lentement le livre et se tourna pour lui faire face. Elle observa son manteau trempé, ses cheveux humides collés à son front, et l'épuisement total gravé sur les lignes de son visage. « Mon oncle croit que j'achète un volume de poésie sentimentale pour Clara, dit Harriet, sa voix étouffée dans le calme de la boutique. Il croit aussi que la Terre n'a que 6000 ans. Je trouve préférable de ne pas le détromper de ses illusions. » Elle remit le livre sur l'étagère. « Vous êtes trempé, Lord Penrith, et vous avez une mine affreuse. Merci. Je sors de chez mon avoué. » Mason appuya son épaule contre l'étagère en bois. Il ressentit une envie étrange et terrifiante de dire à cette femme à quel point il échouait. Il avait passé des mois à cacher sa ruine au monde, projetant une aura de supériorité ennuyée. Avec Harriet, la performance semblait totalement inutile. Elle connaissait déjà les mécanismes de la pauvreté. Elle les vivait. « Mauvaise nouvelle », demanda Harriet. « Lord Harleston a l'intention de saisir la maison de ma famille en Cornouailles, d'ici la fin de la saison, si je ne produis pas 20 000 livres. » Les yeux de Harriet s'écarquillèrent légèrement. Le montant de la dette était stupéfiant. Elle regarda autour d'elle dans l'allée vide, puis de nouveau vers lui. « Et votre plan pour acquérir cette somme? Finch me recommande d'épouser votre cousine. Sa dot est de 40 000. » Harriet devint complètement immobile. Son expression se ferma, le masque se remettant en place avec une finalité audible. Elle détourna le regard, fixant d'un air absent une rangée de bibles reliées en cuir. « Une solution pragmatique, dit-elle, sa voix soudainement dépourvue de toute chaleur. Clara est jolie, elle est riche, elle ne vous posera pas de questions. Elle s'attendra à ce que vous assistiez à des bals, complimentiez ses robes, et la laissiez tranquille. Elle m'ennuiera aussi à mourir en moins de 15 jours, dit Mason sans embâge. Harriet le regarda de nouveau, ses yeux lançant des éclairs. L'ennui est un luxe de riche, Lord Penrith. Vous n'êtes plus riche. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre du goût du médicament qui vous sauve la vie. Elle attrapa son parapluie sur le bord de l'étagère. Si vous avez l'intention de courtiser Clara, vous devez le faire correctement. Vous ne devez pas me parler dans les librairies. Vous ne devez pas me parler du tout. Je suis la cousine appauvrie.
Mon association ne vous rend aucun service et la vôtre met en péril ma position dans la maison de mon oncle. Elle se tourna pour partir. Harriet. Il n'avait pas eu l'intention d'utiliser son prénom. Il lui avait échappé. Une encre brute et désespérée jetée dans la tempête. Elle s'arrêta, le dos raide. « Je ne peux pas le faire », dit Mason, sa voix tombant à un murmure rauque. J'étais assis dans ce bureau aujourd'hui, regardant les chiffres, et j'ai réalisé que je ne peux pas me lier à une femme qui ne comprend pas le monde. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire semblant. Harriet se retourna lentement. Le cynisme dans ses yeux était lourd, presque suffocant. Alors vous perdrez Cornouailles. Vous irez en prison pour dette et vous apprendrez exactement ce que signifie être ruiné. Je suis déjà ruiné, déclara Mason. Il fit un pas vers elle. L'air dans l'étroite allée se chargea soudainement, l'odeur humide de la laine mouillée se mêlant à celle du vieux papier et de l'encre. Vous y avez survécu, dit Mason, sa voix calme, intense. Votre père ne vous a rien laissé. Vous êtes tombé des cours d'Europe à un grenier plein de courants d'air à Londres, et vous avez survécu. Vous survivez en ce moment même. Le souffle de Harriet se coupa. Je survis en restant invisible. Une tactique que vous avez détruite il y a 4 jours. J'ai besoin de votre aide. Les mots restèrent en suspens entre eux. Complètement absurde. Un comte suppliant une dame de compagnie sans le sou de l'aider dans une librairie bondée un mardi pluvieux. Harriet laissa échapper un rire haletant et incrédule. Mon aide, monseigneur? Je possède exactement 3 shillings et une connaissance terrifiante du code fiscal russe. Je ne peux pas payer Lord Harleston. Je n'ai pas besoin de votre argent, dit Mason, en comblant la distance entre eux. Il plongea son regard dans ses yeux vifs et méfiants. J'ai besoin de votre esprit. 2 jours plus tard, un lourd paquet enveloppé dans du papier de boucher brun arriva à l'entrée des domestiques de la résidence des Howling. Il était adressé à mademoiselle Harriet Howling, portant le sceau d'un libraire de Piccadilly. Harriet le monta sur 4 étages jusqu'à sa chambre mansardée. Ses bras lui faisaient mal sous le poids. Quand elle ferma la porte à clé et coupa la ficelle avec ses ciseaux de couture, elle ne trouva pas les volumes d'Adam Smith ou de poésie italienne promis par l'étiquette. Elle trouva 3 registres reliés en cuir. Il sentait le cigare froid, les caves humides et l'odeur métallique de l'encre séchée. Glissée dans la couverture du premier registre se trouvait une seule feuille de vélin épais. L'écriture était vive, agressive et dépourvue de toute salutation formelle. Vous avez dit que j'apprendrais ce que signifie être ruiné. J'y suis déjà. Ce sont les comptes de mon frère pour ces 3 dernières années. Finch dit que c'est une simple question de dette de jeu. Je ne crois pas Finch. George était un imbécile, mais un imbécile lâche. Il n'aurait pas risqué le domaine de Cornouailles sur une carte. Dites-moi ce qui m'échappe. H. Harriet fixa la note. Elle devrait la brûler. Elle devrait redescendre les registres, les jeter dans le foyer de la cuisine et se laver les mains de Mason Harrington entièrement. C'était un homme qui se noyait, et les hommes qui se noient entraînent leur sauveteur avec eux. Au lieu de cela, elle tira sa seule chaise en bois jusqu'à la table de toilette, alluma sa dernière bougie de suif et ouvrit le premier livre. Elle lut pendant 3 nuits. Elle survécut aux journées grâce à du thé noir fort et une concentration terrifiante et affûtée, se tenant derrière Clara dans les salons et les salles de bal, totalement sourde aux commérages qui tourbillonnaient autour d'elle. La nuit, le monde se réduisait au cercle illuminé de sa bougie et à l'écriture chaotique et frénétique de George Harrington. Le frère de Mason avait été un comptable désastreux. Les registres étaient un fouillis de chiffres barrés, de dates erratiques et de notations vagues. Mais Harriet avait passé son adolescence à déchiffrer les budgets diplomatiques cryptés de la cour de Prusse. Elle ne regardait pas les chiffres. Elle cherchait le schéma. La 3e nuit, à 3 heures du matin, son doigt s'arrêta sur une entrée récurrente. Elle était enfouie parmi les dépenses légitimes pour les tailleurs, les frais d'écurie et les pertes occasionnelles chez White's. Mais tous les 3 mois, pendant exactement 2 ans, il y avait un transfert de fonds massif. H. Baltique 10 500. H. Ostrava 2000. H. Traité d'indemnité 500. Le souffle de Harriet se coupa dans l'air glacial de sa chambre. Ostrava, la compagnie commerciale d'Ostrava. Elle ferma les yeux, forçant son esprit à remonter 4 ans en arrière. Elle était assise dans une calèche glaciale devant le palais d'hiver russe, traduisant une dépêche volée pour son père.
Le tsar avait discrètement imposé un embargo sur les navires britanniques dans la Baltique pour apaiser les Français. Mais une poignée de lords anglais avait contourné l'embargo, finançant une flotte fantôme qui battait pavillon neutre, faisant le commerce illicite de bois et de céréales. C'était hautement illégal. C'était essentiellement de la trahison contre la politique étrangère de la couronne. Et l'homme qui avait orchestré le côté londonien du réseau de contrebande était Lord Harleston. Harriet ouvrit les yeux et fixa la bougie vacillante. George Harrington n'avait pas perdu 20 000 livres contre Lord Harleston aux tables de Pharaon. Il avait investi dans la flotte balte illégale de Harleston, et lorsque la marine du tsar avait inévitablement saisi les navires, Harleston avait reporté la perte financière massive sur George, déguisant l'extorsion en dette d'honneur. Harleston tenait Mason en otage, avec un billet à ordre fondé sur la haute trahison. Harriet ferma le registre, ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de la tension terrifiante de l'information qu'elle détenait maintenant. Elle avait l'arme. Maintenant, elle devait apprendre à un homme désespéré et fier comment appuyer sur la détente. Le brouillard matinal qui recouvrait la serpentine à Hyde Park était assez épais pour être mâché. Il assourdissait les bruits lointains des calèches, transformant le monde en un vide gris et isolé. Mason se tenait au bord de l'eau, le col de son lourd manteau de laine relevé contre le froid humide. Il attendait depuis 40 minutes. Il était tout à fait prêt à accepter qu'elle ne vienne pas, que son appel à l'aide ait été accueilli par le silence froid et pragmatique qu'il méritait probablement. Puis une silhouette se matérialisa dans la brume. Harriet portait la même lourde cape bleue qu'elle avait portée à la librairie. Elle portait un petit paquet emballé sous son bras. Elle marchait d'un pas déterminé et sans hâte, ne regardant par-dessus son épaule qu'une seule fois, avant de quitter le sentier de gravier et de le rejoindre au bord de l'eau. Mason sentit une soudaine et vive oppression dans sa poitrine. C'était une sensation bizarre, un mélange de profond soulagement et d'une conscience physique aiguë et indéniable de la femme qui se tenait devant lui. « Vous êtes en retard », dit Mason, gardant sa voix soigneusement neutre. « J'ai dû soudoyer la soubrette pour qu'elle laisse la porte de la cuisine déverrouillée, » répondit Harriet, sans le regarder. Elle fixait l'eau grise. « Si mon oncle découvre que je me promène dans Hyde Park à l'aube sans chaperon, je serai mise à la porte avant midi. Je ne laisserai pas cela arriver. » Harriet tourna enfin la tête. Ses yeux étaient vifs, dépourvus de toute illusion romantique. « Vous avez une dette de 85 000 livres, Lord Penrith. Vous n'êtes pas en position d'offrir un sanctuaire à qui que ce soit. » Elle lui fourra le lourd paquet dans la poitrine. Mason l'attrapa par réflexe. « Votre frère n'était pas un joueur, » dit Harriet, sa voix tombant à un murmure bas et intense. « Ou du moins, son jeu ne vous a pas ruiné. Son ambition l'a fait. » Mason fronça les sourcils, regardant les registres emballés. « Expliquez. » Harriet exposa les faits avec une efficacité brutale. Elle n'utilisa pas de phrases adoucissantes. Elle expliqua la compagnie commerciale d'Ostrava, l'embargo russe, la flotte fantôme et l'extorsion. Le montage. George finançait des navires sous la direction de Harleston. L'échec. La marine impériale russe saisit la cargaison. L'extorsion. Harleston, ne voulant pas absorber la perte ruineuse, força George à signer des billets à ordre présentant le gouffre financier comme des dettes de jeu personnelles. Il pouvait le faire, conclut Harriet, parce que Harleston savait que George ne pouvait pas aller voir les autorités. Contester la dette aurait nécessité d'admettre le financement d'un réseau de contrebande qui sapait la couronne. C'est de la trahison. Harleston comptait sur la lâcheté de votre frère. Mason la dévisagea. Le silence s'étira pendant une longue minute. Le muscle de sa mâchoire travaillait furieusement alors que la réalité de ses paroles s'installait dans ses os. La colère qu'il attendait de ressentir, la colère juste et violente qui avait été absente dans le bureau de l'avoué, arriva enfin. Elle brûla, chaude et rapide, dissipant le brouillard d'épuisement de son esprit. « Vous en êtes certaine ?» demanda Mason doucement. « J'ai lu les dépêches moi-même à Saint-Pétersbourg, » dit Harriet. Le nom de Harleston était connu des ministres russes. Ils se moquaient de lui. Ils l'appelaient une grosse araignée anglaise qui tisse des toiles. Mason regarda cette femme dans la cape délavée. Elle avait démantelé une conspiration financière complexe et traîtresse en 3 jours, travaillant à la lueur d'une bougie dans un grenier. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Mason. La question était brute. Après ce que je vous ai dit,
Après la façon dont je vous ai traité. Pourquoi faire ça? Harriet regarda de nouveau l'eau. Elle resserra les bords de sa cape contre le vent. Parce que je suis fatiguée, dit-elle simplement. Je suis fatiguée de voir des hommes cruels gagner simplement parce qu'ils ont les voix les plus fortes et les poches les plus profondes. Harleston est un tyran. Il a regardé votre frère et a vu une proie, tout comme vous m'avez regardé et avez vu une pierre. Mason tressaillit. Les mots atterrirent exactement là où elle le voulait. Elle se retourna vers lui, le menton levé. « Mais surtout, monseigneur, je vous aide parce que c'est une transaction. » Les yeux de Mason se plissèrent légèrement. « Une transaction? Je vous donne les moyens de sauver votre domaine et votre titre, » dit Harriet, sa voix stable et transactionnelle. « En retour, quand la saison se terminera et que vous serez en sécurité, vous m'achèterez un billet de train pour Édimbourg et vous me fournirez une traite bancaire de 200 livres. C'est assez pour obtenir un poste de gouvernante dans une maison respectable, loin de mon oncle et de Clarara. » Mason la dévisagea. 200 livres. C'était une fraction d'une fraction de ce qu'elle venait de lui faire économiser. C'était le prix d'un bon cheval de selle, et elle le demandait pour acheter son propre exil. Une envie soudaine et violente le saisit. Une envie de la prendre par les épaules, de la secouer, de lui dire qu'elle valait 10 fois tout le domaine de Cornouailles. Il ne bougea pas. Il garda les mains fermement agrippées au paquet de registres. « Vous voulez quitter Londres ?» dit Mason, sa voix plate. « Je veux respirer. » Le corrigea Harriet tranquillement. « Et on ne peut pas respirer dans un placard, peu importe la grandeur de la maison. » Mason soutint son regard. L'air froid du matin semblait crépiter entre eux. Il vit la volonté de faire qui la maintenait, le pragmatisme désespéré et solitaire qui reflétait le sien. Il réalisa avec une clarté absolue qu'il ne la respectait pas seulement. Il était terrifié par elle, et il était entièrement captivé par elle. « 200 livres et un billet pour Édimbourg, » répéta Mason. Il fit un signe de tête lent et délibéré. « Considérez la dette comme garantie, mademoiselle Howling. » Il se rapprocha, comblant la distance entre eux, jusqu'à ce qu'il puisse sentir la légère odeur de savon à la lavande sur sa peau. Il se pencha, sa bouche à quelques centimètres de son oreille. « Mais si nous devons tendre ce piège à Harleston, » murmura Mason, sa voix un grondement sombre et dangereux. « J'aurai besoin de ma traductrice. » Harriet ne recula pas. Elle inclina la tête, son souffle se coupant légèrement, alors que son manteau frôlait le sien. « Dites-moi quoi faire, » chuchota-t-elle. Le bal masqué du comte de Montrose était le point culminant incontesté de la saison londonienne. La salle de bal était une mer suffocante de dominos en soie, de masques à plumes et de chaleur étouffante. Mason ne portait pas de masque. Il se tenait dans l'embrasure voûtée de la salle de jeu, vêtu d'une tenue de soirée noire et sobre, regardant Lord Harleston tenir sa cour à une table de pharaon. De l'autre côté de la pièce, se tenant consciencieusement derrière une femme déguisée en Marie-Antoinette, se trouvait Harriet. Elle portait sa robe grise et terne. Elle avait refusé de porter un costume, s'en tenant strictement à son rôle de compagne invisible. Mais ses yeux étaient fixés sur Mason, vifs et pleins d'attente par-dessus les têtes de la foule. Mason croisa son regard. Il fit un seul signe de tête, presque imperceptible. Il entra dans la salle de jeu. Le bavardage cessa alors que le comte de Penrith s'approchait de la table. Tout le monde dans la pièce était au courant de la ruine imminente de Mason. Il regardait un fantôme marcher vers l'échafaud. « Penrith » dit Harleston, un sourire gras et satisfait s'étalant sur ses bas joues. C'était un homme corpulent, transpirant abondamment dans un manteau de velours. « Êtes-vous venu tenter votre chance? J'entends dire que vous en avez désespérément besoin. »« Je ne suis pas venu pour jouer, Harleston, » dit Mason. Sa voix porta facilement dans le silence soudain de la pièce. « Je suis venu régler le compte de mon frère. » Le sourire de Harleston s'élargit. Il supposait que Mason avait réussi à obtenir la dot de Clarara Howling. « Excellente nouvelle. Mon avoué sera ravi de recevoir la traite. »« Il n'y aura pas de traite, » dit Mason calmement. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un seul morceau de papier plié. Il le laissa tomber sur le tapis vert de la table de jeu. C'était une copie du billet à ordre. « Je répudie la dette, » déclara Mason. La pièce éclata en murmures choqués. Répudier une dette d'honneur était un suicide social. C'était la fin de la réputation d'un gentleman dans la société. Le visage de Harleston s'assombrit pour prendre une couleur prune, profonde et dangereuse. Il se leva,
claquant ses lourdes mains sur la table. « Espèce de morveux insolent, vous serez ruiné. Je ferai saisir Cornouailles par les tribunaux d'ici vendredi. » « Vous n'irez pas devant les tribunaux, dit Mason. Il fit un pas en avant, baissant la voix juste assez pour que seul Harleston et les hommes immédiatement à côté puissent entendre les syllabes précises. « Parce que si vous tentez de faire appliquer légalement ce billet, je présenterai les registres de mon frère au procureur de la couronne. Nous discuterons des transferts de fonds effectués chaque trimestre. Nous discuterons de la compagnie commerciale d'Ostrava. » Harleston se figea. Le sang quitta son visage si rapidement qu'il parut légèrement verdâtre. Mason se pencha, plantant ses mains sur la table, imitant la posture agressive de Harleston, mais totalement dépourvu de panique. « Je sais pour la flotte fantôme, murmura Mason, sa voix comme des pierres qui grincent. Je sais pour l'embargo russe. Je sais que vous avez financé la trahison contre la couronne et forcé mon idiot de frère à absorber les pertes quand le tsar a brûlé vos navires. Si vous essayez de prendre Cornouailles, je m'assurerai que vous soyez pendu à Newgate. » La bouche de Harleston s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La grosse araignée arrogante venait de réaliser que la toile était en train de brûler. « Déchirez le billet original !» ordonna Mason tranquillement. « Annulez la dette ou je vais à Whitehall demain matin. » Harleston regarda dans les yeux gris et froids de Mason. Il n'y vit aucun bluff. Il vit un homme qui avait déjà vécu le pire et n'avait plus rien à perdre. Les mains tremblantes, Harleston plongea la main dans la poche de sa poitrine. Il sortit son portefeuille en cuir, en tira le lourd billet à ordre en vélin portant la signature de George Harrington, et lentement, délibérément, le déchira en deux, puis en quatre. Il laissa tomber les morceaux sur la table de jeu. « Vous brûlerez en enfer, Penrith, » siffla Harleston. « J'y suis déjà allé, » répondit Mason avec aisance. Il tourna le dos à l'homme et sortit de la salle de jeu. L'adrénaline rugissait dans ses oreilles alors qu'il retournait dans la cohue suffocante de la salle de bal. L'air semblait plus léger. Le poids écrasant qui pesait sur sa poitrine depuis 8 mois avait disparu. Cornouailles était en sécurité. Il était en sécurité. Il regarda de l'autre côté de la pièce. Clara se tenait près du bol de punch, agitant frénétiquement son éventail, essayant d'attirer son attention. Elle avait entendu les rumeurs. Elle attendait que le comte ruiné vienne réclamer sa dot. Mason ne la regarda pas. Son regard parcourut la foule, au-delà de la soie et des diamants, trouvant la petite silhouette rigide dans la mousseline grise délavée. Harriet se tenait près du pilier, exactement là où elle était la nuit où il l'avait insultée. Elle le regardait. Elle l'avait vu sortir de la salle de jeu, les épaules carrées, la tête haute. Elle savait qu'il avait gagné. Il la vit expirer, un long souffle de soulagement frémissant. Elle lui fit un petit signe de tête sec, un soldat reconnaissant une victoire. Puis, elle se tourna pour s'éloigner. Elle se préparait à faire ses valises pour Édimbourg. La transaction était terminée. « Mason, mon garçon. » Lord Fansby lui frappa l'épaule, surgissant de la foule. « Est-ce vrai? Viens-tu de briser Harleston dans la salle de jeu? Clara Howling te regarde comme un chien affamé regarde un rôti. Va la voir, mon ami. Assure-toi la fortune. » « Non, » dit Mason. Fansby cligna des yeux. « Non, Mason. La dette est annulée, » dit Mason, ses yeux ne quittant jamais la silhouette de Harriet qui s'éloignait. « Et je n'ai absolument aucun intérêt pour une fortune. » Il fendit la foule. Il ne se souciait pas des regards, il ne se souciait pas des chuchotements. Il marchait avec la grâce lourde et prédatrice d'un homme qui savait enfin exactement ce qu'il voulait. Il rattrapa Harriet juste au moment où elle atteignait les portes menant à la terrasse. « Mademoiselle Howling. » Harriet s'arrêta. Elle se retourna lentement. Son visage était un chef-d'œuvre de retenue émotionnelle, mais il vit le léger tremblement de ses mains. « Félicitations, Lord Penrith, » dit Harriet tranquillement. « Votre domaine est en sécurité. J'attendrai la traite bancaire demain matin. » Mason s'arrêta à 60 centimètres d'elle. La musique de l'orchestre sembla s'estomper en un bourdonnement sourd. « Il y a un problème avec la transaction, Harriet, » dit Mason, sa voix complètement dépourvue de son habituel accent aristocratique. Elle était brute, honnête et terriblement vulnérable. Les yeux de Harriet s'écarquillèrent légèrement. « Je vous assure, les informations étaient exactes. Il a déchiré le billet. Il l'a fait, » admit Mason. « Le problème, c'est le paiement. 200 livres et un billet pour Édimbourg.
C'était le prix convenu. C'est insuffisant. Mason fit un pas de plus, brisant la frontière sacrée et invisible de la bienséance sociale. Il tendit la main et prit sa main gantée. Harriet haleta doucement, essayant de se dégager, mais sa prise était ferme, chaude et absolue. « Je ne vous achèterai pas de billets pour Édimbourg, » dit Mason, plongeant son regard dans ses yeux stupéfaits. « Je ne vous laisserai pas disparaître dans une salle de classe pleine de courants d'air pour élever les enfants de quelqu'un d'autre. Vous êtes la femme la plus brillante, la plus terrifiante et la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée, et je n'ai absolument aucune intention de vous perdre de vue. » Harriet le dévisagea. L'armure cynique qu'elle portait depuis 6 ans se fissurait, se brisant sous la chaleur intense de son regard. « Mason, » murmura-t-elle, regardant autour d'elle la douzaine de pères d'yeux qui s'étaient soudainement tournés vers eux. « Vous provoquez un scandale. Je suis une dame de compagnie sans le sou. Vous êtes la fille d'un diplomate, » la corrigea Mason, son pouce caressant le tissu rugueux de son gant. « Vous parlez 4 langues. Vous avez démantelé une conspiration traîtresse en 3 jours, et vous êtes la seule personne dans cette ville maudite qui me voit vraiment. » Il se rapprocha, occultant le reste de la salle de bal. « Je ne veux pas d'une dot, » dit Mason, sa voix tombant à un murmure féroce et désespéré. « Je veux une partenaire. Je veux une femme qui se disputera avec moi en français, m'insultera en italien, et se tiendra à mes côtés dans la boue. Épousez-moi, Harriet. Venez en Cornouailles. Nous reconstruirons tout ensemble. » Harriet leva les yeux vers l'homme qui l'avait autrefois rejeté, comme une pierre tombale vivante. L'arrogance avait disparu, l'épuisement avait disparu. À leur place se trouvait un respect féroce et inébranlable. Un sourire lent et brillant illumina le visage de Harriet. C'était le premier vrai sourire qu'il lui ait jamais vu, et il modifia fondamentalement la géographie de la pièce. Il était radieux. « Complètement fou, » murmura Harriet, son français doux, et totalement dépourvu de venin. « Vous êtes complètement fou. » Mason lui rendit son sourire, un sourire féroce et téméraire. « Peut-être, » répondit-il doucement, « mais je suis à vous. » Il n'attendit pas qu'elle traduise. Il ne se souciait pas de qui regardait. Mason Harrington s'inclina, porta la main de la jeune fille à la robe grise délavée à ses lèvres, et scella avec confiance sa ruine, sachant exactement ce qu'elle valait. Et ainsi, la femme invisible et le comte ruiné disparurent des salles de bal suffocantes de Londres, troquant les chuchotements cyniques du beau monde pour les falaises sauvages et battus par les embruns de Cornouailles. Ils prouvèrent que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans un registre comptable ou un titre vide, mais dans la force féroce et indéniable de 2 survivants qui refusent de jouer selon les règles d'un jeu truqué. Si cette histoire de défi silencieux et de réplique acérée a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec d'autres amateurs de romance, et abonnez-vous pour plus d'histoires historiques profondément ancrées dans la réalité.